Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce deuxième jour du Pédagolab de l'Anstia 2025. Avant de donner la parole à Benoît qui va faire la première conférence de la journée, je voulais faire juste un petit point sur le programme de la journée. Donc, ce matin, nous avons la conférence de l'unique, l'exceptionnel Benoît Escrig juste après moi, la présentation pitchée des partenaires, les ateliers, il y aura une pause café entre les deux, je vous rassure, la pause déj, d'autres ateliers et enfin des activités que nous ont concoctées l'équipe locale qu'on remercie à nouveau pour leur investissement. Il y a donc Anne-Laure, Annelise, Élodie et Frédéric qui vont animer. Donc il y a une visite du centre-ville, une marche sportive pour les plus téméraires et la visite des espaces de l'université. Avant de laisser la parole, donc j'en profite aussi parce que j'aime bien prendre le micro, on me le laisse donc je le prends pour faire une petite pub pour l'Anstia. Donc l'Anstia, est-ce que vous me voyez venir les plus anciens ? L'Anstia, qu'est-ce que c'est ? Donc l'Anstia, c'est l'association nationale qui représente les métiers d'appui à la pédagogie et de l'audiovisuel, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ses actions principales sont la formation et les événements. Et pour les mettre en œuvre, vous me voyez venir, il y a un conseil d'administration et des membres actifs. Donc le conseil d'administration qui est là aujourd'hui en partie notamment pour organiser le Pédagolab. L'autre partie qui est en train d'organiser les rencontres audiovisuelles qui se tiendront à Paris début juillet. Et pour rentrer au conseil d'administration, donc, enfin, pour les personnes qui sont dans le conseil d'administration, on est sur des mandats. Et les mandats prennent fin à un moment donné. Donc tous les ans, nous renouvelons une partie de notre conseil d'administration. Et c'est là qu'il faut lever la main, bien sûr, en se disant « j'aimerais beaucoup m'investir au conseil d'administration, mettre en œuvre des événements de qualité, mettre en œuvre des actions de formation pour les collègues du réseau, etc. » Donc si vous êtes intéressés, si vous vous posez des questions, si vous voulez que l'Anstia continue ses actions, n'hésitez pas à nous questionner, les uns ou les autres, on est là, on est présent, on n'est pas loin. Et on a besoin de monde, surtout. Voilà, merci beaucoup. Je laisse la parole à Benoît de Sepas pour la première conférence de la journée. Merci beaucoup Sandra. Merci Sandra pour l'invitation. Merci Elsa pour l'organisation. Merci pour la confiance. Je suis Benoît Escrig. On est parti pour 30 minutes, j'espère. Pas plus, pour laisser du temps aux questions. Vous avez ici la version téléchargeable de la présentation. Je la reprojetterai sur la diapositive de fin, donc no stress pour la récupérer. Quelque chose de très pragmatique aujourd'hui, évaluer les compétences, un modèle et une checklist pour être très pragmatique. Voilà. Qui je suis, d'où je parle. À la base, je suis enseignant-chercheur en système de télécommunication, mais depuis 2014, j'exerce la mission de conseiller pédagogique et depuis 2015, je fais du conseil en approche par compétences. Je suis aussi expert à la CTI, qui est la commission des titres d'ingénieur et conseiller scientifique du programme à venir, chercheur associé au laboratoire EFTS, éducation, formation, travail et savoir. Est-ce que le son va bien pour vous ? Parce que j'ai un retour... Ouais. En fait, il n'y a que pour moi que c'est... Ok. Agir dans des situations complexes, c'est le propos. Qu'est-ce que je fais ? Je fais du conseil aux directions, je fais de l'animation de groupes de travail, je fais de la formation des enseignants-chercheurs, je fais aussi de la formation des ingénieurs pédagogiques. L'avantage, lorsque vous avez un extérieur qui vient dans votre établissement, c'est qu'il peut se permettre de dire des choses
que les autres ne peuvent pas se permettre de dire. Et inversement, il y a moins d'expressions franches de résistance, parce que voilà, c'est un avantage. Allez, passons de suite à qu'est-ce qui m'amène à faire cette présentation, un certain nombre de constats de terrain. On m'appelle souvent pour évaluer les compétences alors que on n'a pas défini les compétences, donc ça c'est un peu problématique. Ou parfois on me dit oui, nous on évalue les compétences, on a mis en place un portfolio, comme si le portfolio allait automagiquement faire en sorte qu'on évalue des compétences. Bien évidemment que non. Donc qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Revenir aux basiques, finalement. Qu'est-ce que évaluer veut dire ? Qu'est-ce qu'une compétence ? Comment on va essayer de rendre une compétence évaluable ? Parce que parfois, malheureusement, elles ne le sont pas, pour pouvoir faire la synthèse ensuite. Comment évaluer les compétences ? On commence sur un retour sur qu'est-ce qu'évaluer veut dire. On est dans le contexte de l'alignement pédagogique, donc c'est-à-dire dans une conception de l'enseignement centrée sur l'acquisition d'apprentissage par les étudiants, et donc la conception d'un cours se fait en essayant d'aligner la conception des objectifs d'apprentissage, la conception des dispositifs pédagogiques et les dispositifs d'évaluation. Donc évaluer, c'est quoi ? C'est pas évaluer des étudiantes ou évaluer des étudiants, c'est évaluer l'atteinte d'objectifs d'apprentissage. C'est évaluer que les étudiants, les étudiantes ont bien acquis les objectifs d'apprentissage. Comment ça va se décliner au niveau de l'APC ? C'est certifier que les objectifs d'apprentissage terminaux du programme d'études ont bien été atteints par les étudiantes et les étudiants. Ça, c'est quelque chose, je vais à la fois contourner et pas contourner la question de qu'est-ce qu'une compétence, mais moi, ce que j'aime dire dans la compétence, c'est quelle est c'est quoi la fonction de définir cet objet compétence. Et là, en l'occurrence, si on le traduit, si on dit les compétences dans l'APC, c'est les objectifs d'apprentissage terminaux du programme, déjà, on arrive à les manipuler d'une certaine façon. Comment définir des objectifs d'apprentissage évaluables ? Je dis des choses que vous savez déjà sans doute. Décrire ce que va apprendre l'étudiant plutôt que ce dont va parler l'enseignant. Par exemple, présenter les étapes de réalisation d'un éclair au chocolat. Utiliser des verbes d'action qui rendent compte d'une production, ça c'est important parce que dès qu'il y a production, il y a observable. Dès qu'il y a observable, il y a potentialité d'évaluation. Moi, empiriquement, c'est pas théorique, mais c'est une pratique empirique, je rajoute le pourquoi, le but de la production. Et je me suis aperçu que de donner le but de la production permettait de cadrer davantage les attendus d'apprentissage. Par exemple, réaliser un éclair au chocolat pour le servir dans un palace. Dès qu'on précise ça précise déjà une famille de situations quelque part, ça précise ce qu'on attend, ça précise davantage l'attendu d'apprentissage, ça circonscrit les situations d'apprentissage. Donc définir les objectifs d'apprentissage évaluables, c'est, je le dirais comme ça, c'est formuler des objectifs comme des actions de production qui ont un but. Alors si on regarde celle-là, analyser des décisions de justice, analyser une situation d'actualité pour en expliciter les causes en lien avec le réchauffement climatique, résoudre un cas pratique, là on dira que c'est assez... Voilà, on est sur quelque chose qui est progressivement analysable parce qu'on arrive à imaginer la production sur laquelle on va se fonder pour évaluer l'acquisition d'apprentissage. Maîtriser les ressources du droit commercial. Voilà, maintenant chaque fois que je vois ce mot, je pense je pense à un rodéo, je me vois sur un cheval en train de maîtriser la bête. Non, je ne peux pas. Ça c'est sur les travaux d'Adji, de Roger sur l'évaluation. Évaluer c'est quoi ? Finalement, c'est on a une demande d'enseignant, on a une production de l'étudiant et qu'est-ce qu'on va faire de cette production ? On va l'observer
selon un certain nombre de dimensions, on va appeler ça des critères. Et puis qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de mesurer la différence qu'il y a entre ces critères et la référence, ce qu'on attend pour valider l'acquisition de l'apprentissage. Et la plupart du temps, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de référence, ou en tout cas les références, on les pense a posteriori. Et c'est pas anticipé. Donc en fait, c'est tout ça l'alignement pédagogique, c'est de se dire quand on définit un objectif d'apprentissage, comment je peux, sur quoi je vais l'observer. Voilà. Et à la fin, par rapport à toutes les mesures et puis toutes les différences qu'on a observées, on va décider si l'apprentissage est acquis ou pas. C'est une décision binaire. C'est pas je sais un peu atterrir. C'est je sais le faire dans certaines circonstances délimitées, circonscrites. Exemple, réaliser un éclair au chocolat pour le servir dans un palace. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà, on va commencer à penser la demande. Et vous voyez que, suivant la demande, on ne peut pas avoir accès forcément à ce qu'on essaie de mesurer. Est-ce que, finalement, pour pouvoir servir un éclair au chocolat dans un palace, on va demander aux étudiants de faire 3 éclairs en 3 heures, ou 6 éclairs en 1h30, ou 200 éclairs en 1h30 en dirigeant une équipe de 5 personnes? L'idée, c'est, en fait, pas toutes les situations, vos SAE, pas toutes vos situations permettront d'avoir accès à cet apprentissage-là. Donc déjà, l'évaluation, elle se prépare aussi par rapport à ce que vous allez demander, et on va se poser la question, est-ce que ça permet vraiment d'avoir accès à l'apprentissage qu'on essaie de mesurer chez l'étudiant? Et ensuite, il y a les différentes étapes, effectivement. Alors, quels critères? Alors, on va se donner des critères visuels, goût, texture, par exemple. Quelle performance attendue sur chaque critère? On va dire, par exemple, si c'est pour être servi dans un palace, on va dire visuel élégant. Alors, ça ne fait que repousser le problème, parce qu'il faut définir l'élégance d'un visuel. Mais vous savez, moi, les deux mots principaux de ma pratique d'accompagnement pédagogique, c'est explicitation, contractualisation. Donc, je ne fais que ça avec les personnes que j'ai en face de moi. Et à la fin, pour la décision, on se pose la question de savoir si tous les critères participent de la même façon à l'acquisition de l'apprentissage. Alors moi je sais que dans Top Chef ils disent c'est pas joli, mais au moins si c'est bon ça va être top. Donc je dis alors le goût prime sur le visuel. On va faire comme ça. J'ai hésité à me lancer dans cette diapositive là. Et ça piquait, bon bref, je suis en tension avec ça, mais je la dis quand même. Je me lance dans les propriétés de l'évaluation. Je vous la laisse regarder pour plus tard, mais je garde en tête que l'évaluation doit être pertinente, valide et fiable. Pertinente, ça veut dire, posez-vous toujours la question, est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est vraiment lié à la mesure de l'acquisition d'un apprentissage? Par exemple, pour réaliser un éclair au chocolat, demander de faire un éclair au chocolat, c'est pertinent. Faire un QCM sur l'histoire de la pâtisserie, c'est pas pertinent pour évaluer si on sait pâtisser. Est-ce que la mesure est valide? Est-ce que l'évaluation elle mesure bien ce qu'on prétend mesurer? Par exemple, évaluer le goût, la texture, le visuel de l'éclair, ça c'est OK. Voilà, mais évaluer sur la base d'une photo, non, c'est pas valide. Alors là, c'est trivial, on dit oui, of course, mais dans la vraie vie, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que l'évaluation est fiable? Est-ce qu'elle donne les mêmes résultats, des résultats stables, cohérents et reproductibles? Par exemple, effectivement, lorsqu'on fait une co-construction d'une grille critériée avec tous les correcteurs, on évite que ça parte un peu dans tous les sens. Si, par exemple, on fait passer les mêmes épreuves à des étudiantes et des étudiants le matin et l'après-midi, l'après-midi, les candidats et les candidates risquent d'avoir le sujet, donc c'est plus très fiable.
Bref, comment favoriser l'évaluation des apprentissages? Pour cela, il est possible de formuler les objectifs d'apprentissage sous la forme d'actions qui ont un but, d'anticiper ce qui va être demandé aux étudiants, de ce qui est attendu comme production, comme performance, et d'être vigilant à la pertinence, la validité et la fiabilité de l'évaluation. Ça va être plus compliqué si les objectifs d'apprentissage ne sont pas définis. Cela va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Et les objectifs d'apprentissage sont formulés avec des verbes. Ils ne sont pas... Quoi? Qu'est-ce que j'ai mis? Les objectifs d'apprentissage sont formulés avec des verbes? Non, ne sont pas. Oh my God. Ah oui, ça sera plus compliqué, mais pardon. Double négation, non. Quel stress. Oh, c'est une jolie création, merci. Allez, on passe sur la partie compétences. Est-ce que mes compétences sont évaluables ou pas? Je ne vais pas vous dire ce qu'est l'APC, je vais vous dire comment moi j'appréhende l'APC. Pour moi, l'approche par compétence est une ingénierie de formation, une façon de concevoir les programmes d'études fondée sur l'approche programme que je considère comme étant une approche de conception collégiale de programmes d'études centrés sur l'apprentissage des étudiants. Et on va essayer de définir de 3 à 7, donc c'est-à-dire 5 plus ou moins 2, objectifs d'apprentissage terminaux qu'on appelle les compétences. Depuis quelques jours, semaines, mois, finalement, les compétences, je les appelle comme ça, les objectifs d'apprentissage terminaux du programme d'études, parce que ça me permet de rendre intelligible par rapport aux acteurs de terrain comment j'appréhende cet objet. Donc évaluer les compétences et évaluer l'acquisition des objectifs d'apprentissage terminaux du programme d'études. Alors la question que alors hier on vous a donné les oui, c'est moi. On vous a donné les définitions de Jacques Tardif, de Jean-Claude Coulet et de Guy Le Boterf. J'ai essayé d'en faire la synthèse, de me dire mais qu'est-ce qu'elles ont en commun, toutes ces définitions? Elles ont en commun que finalement être compétent, finalement, dans l'enseignement supérieur, c'est et former aux compétences et faire en sorte que ce qui est fait par les diplômés est conforme à ce qui est attendu d'eux. Et ça, en didactique professionnelle, on va faire la distinction entre ce qui est fait, l'activité, et ce qui est à faire, la tâche. Donc finalement, et puis finalement aussi, lorsque on s'intéresse à l'évaluation des étudiants, on se dit, bah oui, moi ce qui m'intéresse, c'est le résultat, mais au-delà du résultat, c'est aussi le processus, c'est aussi la façon de faire. Par exemple, il y a beaucoup d'enseignants en mathématiques qui me disent « Oui, mais moi, l'objectif, c'est pas tellement que le résultat soit juste. Bon, ok, mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir aussi les étapes intermédiaires. Les étapes intermédiaires sont des traces d'apprentissage, sont des traces du processus, des traces du cheminement. » Et puis, vous avez très vraisemblablement, très certainement même, entendu parler, tous les enseignantes et les enseignants que vous accompagnez, de « oui, mais ils sont pas matures, oui, mais ils sont pas réflexifs, mais ils sont pas... il faut les former à l'esprit critique, à la distanciation. » Et tout ça, j'essaie de le mettre de façon cohérente dans cette boucle de rétroaction qui est la régulation de l'activité. Vous trouvez ça en didactique professionnelle chez Leplat, par exemple, qui vous dit la régulation de l'activité, c'est quoi? C'est je prends la sortie ici, je la compare à des références, et en fonction de cette différence-là, je fais une boucle de rétroaction, j'amende ma façon, j'ajuste ma façon d'agir. Ça, c'est des boucles que vous avez chez qui? Chez Schoen, chez Argyris, vous avez ces boucles de rétroaction sur les méthodes ou sur les savoirs. Je m'emballe, mais c'est toujours très joli. Donc finalement, ce que je vais retenir de toutes ces définitions est finalement quelques points d'accroche qui peuvent être aidants dans votre pratique d'accompagnement, c'est que évaluer une compétence, c'est évaluer le résultat, le processus et la réflexivité. Déjà, si on est sur ces points-là, on est bon. Exemple, vous devez faire un cupcake. On va regarder le cupcake, mais on va regarder aussi comment il a été réalisé. Et on va aussi réaliser comment l'étudiante ou l'étudiant
fait la différence entre ce qui est demandé et ce qu'il ou elle a produit pour pouvoir ensuite ajuster sa pratique et agir dans des situations de plus en plus complexes. C'est l'aspect, la réflexivité, hein, c'est l'outil de l'autonomisation, c'est l'outil de l'émancipation. Je drop des punchlines comme ça. Parce qu'en fait, c'est apprendre aux étudiantes et aux étudiants à travailler sans nous, travailler à notre inutilité. C'est philo aussi, c'est bien. Donc évaluer seulement le produit de l'activité ne suffit pas pour inférer le niveau de compétence, il faut aussi évaluer la façon de faire et les moyens d'apprendre de ces expériences. Et c'est là, quelque part, que va prendre tout son intérêt, toute sa plus-value, les démarches portfolio, où on est là, où on réfléchit, pas dans l'action, mais sur l'action. Comment identifier les compétences pour en faciliter l'évaluation? Donc, on est sur évaluer les objectifs d'apprentissage terminaux du programme. Il y a deux façons de faire. Il y a une approche plutôt risquée, donc ça veut dire c'est risqué. C'est l'approche bottom-up qui consiste à dire voilà ce que peuvent faire nos étudiantes, nos étudiants en ayant suivi le programme de formation. Ça, c'est plutôt risqué. Je recommande, lorsque j'accompagne les projets d'APC dans les établissements, de passer par une approche top-down, c'est-à-dire les compétences sont définies à partir des situations dans lesquelles les étudiantes et les étudiants doivent savoir agir. Parce que si on le fait comme cela, et mes yeux se sont posés sur Valérie d'AgroParisTech, parce que je travaille actuellement avec cette école, on est parti sur ça, hein, sur quelles sont les situations dans lesquelles les étudiantes et les étudiants doivent savoir agir pour pouvoir dégager les objectifs d'apprentissage terminaux du programme. Et ça vous permet d'avoir directement accès à des SAE, en fait. Elles ne sont pas artificialisées puisque finalement, les objectifs d'apprentissage ont été définis à partir des situations. Donc inversement, on peut trouver très facilement des SAE à partir de ce travail-là. Où sont les compétences? Modéliser sur CATIA V5 des objets en 3D, comprendre la sociologie de Bourdieu, travailler en équipe, agir de façon éthique et responsable, maîtriser la chimie organique, résoudre un problème d'optimisation. L'idée, alors, il y en a globalement, il y en a deux qui éventuellement sont candidates, hein, c'est résoudre un problème d'optimisation, mais ça demande de contextualisation. Modéliser sur CATIA V5 des objets en 3D, oui, ça peut constituer une activité principale, mais bon, peut-être que dans une entreprise, ça demanderait d'être davantage contextualisé. Une technique qui peut vous aider, je vous la suggère. Si vous ne pouvez pas dire « je fais ça de mes journées » ou « c'est pour cela que je perçois un salaire », ce n'est pas une compétence au sens de l'APC. Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Je travaille en équipe. Non mais tu fais quoi? Ah oui, non, oui, j'agis de façon éthique et responsable. Mais en fait, ben oui, j'agis de façon éthique et responsable. En fait, et ça c'est quelque chose qui est important et que vous pouvez réutiliser sur le terrain, c'est-à-dire que travailler en équipe et agir de façon éthique et responsable, j'ai l'air de me moquer, mais non, en fait, c'est important, mais ça a trait à la façon de faire. Vous voyez la différence quand tout à l'heure je parlais d'une activité productrice de quelque chose, là, agir de façon éthique et responsable, travailler en équipe, c'est la façon de faire. Ça impacte la façon de faire. D'accord ? Donc, pour favoriser la définition de compétences évaluables, il est possible de définir les compétences comme les objectifs d'apprentissage terminaux d'un programme d'études, penser à la trajectoire de développement, identifier de 3 à 7 compétences à partir des situations de travail, décrire les attendus en termes de résultats, de processus et de réflexivité. Ça va être plus compliqué si les compétences, elles ont été définies à partir d'une extrapolation du programme d'études. Ça va ? Et j'ai prévu 30 minutes, je suis à 21 minutes. Oh là là, mais j'y suis trop fort. Comment évaluer les compétences ?
On y est. Évaluer les compétences dans le contexte de l'APC. Encore une fois, je vais essayer de préciser l'objectif que je me fixe ici. L'objectif visé, c'est évaluer l'atteinte des 3 à 7 objectifs d'apprentissage terminaux d'une formation qui sont formulés comme les activités typiques visées par le diplôme. Finalement, c'est ça quand je dis, je m'intéresse à la fonction de l'objet compétence qu'on définit dans l'APC. Pour moi, en tout cas, c'est guidant et structurant de me dire que ces compétences, c'est les objectifs d'apprentissage terminaux du programme. La temporalité, une évaluation par année et par compétence, parce que je pense à cette trajectoire-là, où on va mettre les situations dans les étudiantes et les étudiants dans des situations de plus en plus complexes. Bien sûr, il est possible d'avoir des SAE qui traitent de plusieurs compétences, ça, vous le savez. Donc finalement, si je décris un modèle d'évaluation des compétences en mixant à la fois le modèle de la compétence et le modèle d'évaluation, je vais me dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour évaluer les compétences. Premièrement, regardez, oh la mouche, oh. Je mets les étudiants et les étudiantes dans des situations, une situation de produit où ils ont avec une tâche qui me permet d'évaluer qu'ils ont atteint l'apprentissage. Les étudiants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre en place une certaine activité, ils vont produire quelque chose, ils vont plus ou moins réguler leur activité. La production de l'étudiant, qu'est-ce que je leur demande de rendre? Et qu'est-ce que j'observe? Parce qu'à la fin, je dois observer. J'observe quoi? J'observe des traces de quoi? Je vais mesurer la différence entre ces observations et quelles références pour prendre quelle décision. Donc, premièrement, placer les étudiants dans les situations les plus authentiques possibles. Récolter leur production. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comment on récolte? Donc, il y a la production, mais est-ce qu'on a des traces du processus? Est-ce qu'on a des traces de la réflexivité? C'est ça. Et alors le portfolio, là, pour le coup, prend son sens. C'est-à-dire le portfolio arrive comme étant le résultat d'une production de l'étudiant qui nous permet d'avoir accès à sa façon de réguler l'activité. Ensuite, on observe le résultat, le processus et la réflexivité selon un certain nombre de critères. On mesure l'écart entre ces observations et les références attendues. Ça, c'est dans le meilleur des cas, parce que souvent, les références, elles ne sont pas là. Ou en tout cas, on se pose la question après l'examen. Et puis, à la fin, on décide de l'acquisition de la compétence ou pas. The checklist. Ça y est, on y est. Parce que j'avais promis une checklist, donc il faut bien que je la donne. Ça vient il y a quelques semaines à peine, pour vous dire non, je ne vous dis pas dans quel contexte c'est arrivé, mais on m'a demandé quelque chose de très simple. Donc du coup, je me suis dit, je vais faire une checklist pour essayer de voir si, demander aux équipes, essayer de faire une checklist pour savoir s'ils sont bien cohérents avec l'idée d'évaluation d'une compétence. Il y a une partie sur la définition de la compétence. Vous la gardez, vous la jetez. Bon, mais déjà, si à la base la compétence elle est pas très bien définie, ça va poser des problèmes. Donc la compétence est-elle formulée sous la forme d'une production observable et explicite pour les étudiants? Normalement, la compétence, je dirais qu'une compétence ou un objectif d'apprentissage bien formulé devrait permettre à l'étudiante ou à l'étudiante de s'auto-évaluer avant de passer l'examen. Il ou elle devrait pouvoir prédire sa performance. Si c'est analyser un texte de loi à des fins de je ne sais pas quoi, si on peut, parce que maîtriser la chimie organique, qu'est-ce que ça veut dire bien maîtriser? Moi, c'est des questions que je pose en accompagnement. Ok, donc l'objectif c'est maîtriser la chimie organique. À quoi vous voyez que il ou elle maîtrise bien la chimie organique? À quel point il faut bien la maîtriser?
Contre-exemple, maîtriser la pâtisserie. Les contraintes à respecter par rapport aux situations sont-elles renseignées? J'en ai cité un certain nombre, la liste n'est pas exhaustive. Vous verrez par exemple apparaître ici normes, règles, usages à respecter. Ça, c'est dans le modèle Poumet-Georges Tardif. Vous savez, dans les composantes essentielles, il y a un certain nombre de points. Pourquoi cela et pas d'autres? Moi, j'ai balayé large sur l'ensemble des définitions que j'ai rencontrées, sur d'autres livres de didactique professionnelle qui étudient le travail pour en dégager des objectifs de formation. On peut aussi renseigner d'autres choses que ça. Les conditions organisationnelles, matérielles, temporelles à respecter, les dimensions à prendre en compte, techniques, économiques, éthiques, les outils ou les instruments à savoir utiliser, les parties prenantes à impliquer, comme les commanditaires, les choses comme ça. Ça, c'est pas dans les composantes essentielles pour Poumet-Tardif-Georges. J'en rajoute. Vous pouvez les enlever. Hein. Je suis OK avec ça. La partie description de la compétence venant de l'activité. Les prescriptions concernant l'activité sont-elles renseignées? Est-ce que vous renseignez si il faut réaliser l'activité en utilisant un certain nombre de ressources? Est-ce qu'il faut faire un éclair au chocolat en savoir-faire. Par exemple, si vous dites je vais évaluer si savent faire un éclair au chocolat, ben, vous allez demander automatiquement qu'ils sachent faire un glaçage, une pâte à choux, une crème pâtissière. C'est des incontournables. Et c'est peut-être tellement incontournable qu'on va pas émettre de prescription. La prescription, elle est tacite. Dans la vraie vie, elle est tacite, elle est implicite. En formation, on va d'abord être très explicite, et puis peut-être qu'au fil du temps, on sera de moins en moins explicite sur les attendus, en se disant les étudiantes et les étudiants doivent savoir faire des choses sans qu'on leur précise tout le temps ce qu'il y a à faire. C'est ça aussi l'émancipation. Savoir agir sans qu'on vous dise exactement chaque fois ce qu'il y a à faire en vous donnant la recette de cuisine. Les prescriptions concernant le produit de l'activité sont-elles renseignées ? Les attendus sur le produit fini, la façon de rendre compte de son activité. Donc ça et ça, c'est dans les composantes essentielles pour Poumet-Tardif-Georges. D'accord ? Chez Poumet-Tardif-Georges, vous n'avez pas les prescriptions liées à la régulation de l'activité. C'est-à-dire... est-ce que les étudiants doivent produire une auto-évaluation de leur travail ? Si oui, sous quelle forme est-elle attendue? Doivent-ils apporter la preuve qu'ils savent adapter leurs ressources en fonction de leur auto-évaluation? Entendons-nous bien, hein, là c'est la liste au Père Noël. C'est quelque chose de très ambitieux, mais je préfère donner le max et que vous puissiez filtrer par la suite, plutôt que je n'en donne pas assez, que vous disiez il manque ci, il manque ça. Donc là, j'essaie d'être plutôt sur une borne supérieure de ce que vous pourriez checker sur cette liste-là. Sur le processus d'évaluation en lui-même, les étudiants sont-ils placés dans des situations où la tâche à accomplir permet de décider si la compétence est acquise ou pas? Est-ce que la tâche à accomplir permet de couvrir toutes les dimensions de la situation qui ont été renseignées? Ça, c'est la question de l'alignement pédagogique. Parfois, on dit, oui, alors on voudrait qu'ils fassent ci, qu'ils fassent ça, qu'ils agissent de façon éthique et responsable. Et puis finalement, on s'aperçoit que dans la situation d'évaluation, on ne va pas du tout regarder s'il y a des questions éthiques ou s'il y a des questions environnementales. Donc là, ici, cette partie-là, elle est sur la question de l'alignement pédagogique. Est-ce que vraiment on va évaluer ce qu'on dit évaluer? Et globalement, est-ce que la tâche à accomplir, si vous avez émis des prescriptions, il faut que ces prescriptions soient respectées, parce que sinon, on peut les enlever. Si vous dites il faut absolument savoir faire un glaçage, à ce moment-là, on s'attend à ce que votre éclair au chocolat il ait un glaçage. Sinon, on enlève la prescription. La production des étudiants permet-elle d'avoir accès à leur activité, aux produits de leur activité, à la régulation de l'activité? C'est ça un peu c'est un peu tacite chez les enseignants, c'est-à-dire que chez les enseignantes et les enseignants, parfois ils demandent un résultat, mais ils s'attendent à ce qu'il y ait d'office des justifications.
Ils demandent un résultat, mais ils s'attendent quand même à ce qu'il y ait des traces de l'activité. Là, on est un peu plus explicite. Et moi, je le redis, le maître mot de mon accompagnement, c'est explicitation, contractualisation. Les critères selon lesquels sont observées l'activité, le produit de l'activité et la régulation de l'activité des étudiants ont-ils été définis? Sont-ils pertinents, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont en lien avec l'acquisition de la compétence? Est-ce qu'ils sont valides? Est-il réellement possible d'observer ce sur quoi se fonde la mesure? Les seuils de validation sur chaque critère ont-ils été définis? La règle de décision est-elle précisée? En fait, c'est très verbeux, il y a beaucoup de textes, mais ça ne fait que reprendre tous les points dont j'ai parlé, et vous aurez en téléchargement l'ensemble de cette checklist qui reprend les points abordés. Et donc, une fois qu'on a toute cette checklist, on peut revoir rétrospectivement les modalités qu'on utilise, ou que vos étudiants, vos enseignants et vos enseignantes utilisent. Les SAE, est-ce qu'elles sont bien conçues? Est-ce qu'elles permettent vraiment de mesurer la compétence qu'on est censé observer? Lorsqu'on fait faire un projet à des étudiantes ou des étudiants, ou des études de cas, est-ce que c'est parfaitement calé? Les rapports, les soutenances... Vous voyez, avec mon non-verbal, je suis pas convaincu qu'on soit toujours la présence. Alors, pas plus tard que hier, on revenait avec Karl sur la présentation est claire. Voilà, la présentation est claire. On fait passer des soutenances et on fait des grilles critériées. Hein. On va dire bon, on va évaluer si la présentation est claire. Déjà, c'est quoi la clarté? Est-ce que ça faisait partie des objectifs d'apprentissage? C'est des questions rhétoriques, hein, parce que la plupart du temps, non. Alors, du coup, j'improvisais, je disais, en fait, on pourrait se dire, est-ce que la présentation, elle est pertinente? Est-ce que le discours est pertinent? Est-ce que le discours est cohérent? Mais même ça, il faudrait se poser la question de savoir si les étudiantes ou les étudiants sont formés à ça. Alors parfois, quand les soutenants sont en anglais, on évalue l'anglais. Mais l'anglais, il est évalué à l'aune du niveau des enseignants qui l'évaluent. Parce qu'il n'y a pas de prof d'anglais dans les soutenances en anglais. Shocking. De toute façon, il n'y a même pas de prof ou d'enseignants en communication. Donc bon. Allons-y. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'ai déjà 4 minutes de retard, hein. Quelle galère. Évaluer, c'est quoi? C'est observer, mesurer et décider de façon pertinente, valide et fiable. Je l'aime bien celle-là. Les compétences dans la PCE, c'est un apprentissage décrit en termes de résultats, de processus et de réflexivité. Et donc, du coup, de ce fait, évaluer les compétences, c'est observer, mesurer et décider de façon pertinente, valide et fiable l'acquisition d'un apprentissage en termes de résultats, de processus et de réflexivité. Comme le disait Yvan hier, quand on donne une définition, elle ne parle qu'à celui ou celle qui l'a écrite. En l'occurrence, j'espère que cette définition elle est plus explicite dans la mesure et plus parlante parce que vous avez assisté en direct à sa genèse. Revoilà le QR code et le Bitly pour télécharger la présentation. Je compte sur vous. Voilà, Sandra faisait des appels à contribution. J'en appelle aussi, j'ai besoin de faire vivre cette présentation hein, et cette proposition. Votre contribution est précieuse pour nous aider. Alors c'est un nous littéraire, hein, parce que en même temps je suis un peu schizo, donc ça va. Améliorer la checklist. Hier, en écoutant les présentateurs, je disais travailler, j'ai eu cette idée-là, hein, travailler sur la production de l'étudiant, c'est travailler sur l'observable de l'évaluation. Et puis voilà, merci à vous. Ouais. 1, 2. Moi, j'ai pris le totem juste pour pouvoir porter le dé. Merci. Non, c'est pas vrai. Mais je suis très content de l'avoir en main. J'ai écouté attentivement. Ah oui, je m'appelle Gwendal.
je suis né, j'ai grandi en Bretagne et j'habite à Grenoble. Et je suis ingénieur pédagogique. J'ai écouté attentivement et il y a une tension en moi. Je vais essayer de l'expliciter. J'ai lu « activité égale ce qui est fait ». Et c'est insuffisant et c'est un raccourci, un amalgame qui pose problème parce qu'il y a ce qui est fait, c'est l'activité productive, et puis il y a ce que j'ai vécu, c'est l'activité constructive. Et l'activité, c'est bien le rapport de l'humain avec son environnement, c'est-à-dire le couplage entre les deux. Et je pense, et pourquoi, et c'est la suite du propos et la question que je vais poser, pourquoi ça pose problème ? Parce que Piaget disait dès 1974 que compréhension et réussite de cette compréhension ne sont pas concomitantes. Donc, évaluer une production ne permet pas d'évaluer des apprentissages. Alors pourquoi persiste-t-on à évaluer des productions ? Alors, merci pour cette question. De rien. Il se trouve que juste avant-hier, j'ai fait cette présentation-là, ou ce modèle-là, dans une conférence de didactique professionnelle. Et on a parlé, j'ai déjà eu toutes ces questions. Donc ça, c'est plutôt cool. Je m'inscris bien évidemment dans une perspective encore behavioriste, hein, c'est-à-dire que je dis souvent l'apprentissage c'est comme l'amour, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a que des preuves d'apprentissage. L'idée c'est alors l'observable dans un premier temps ou dans une première marche, c'est ce qui rend tangible l'acquisition de l'apprentissage. Bien évidemment, quand vous regardez Jean-Claude Coulet, il va vous dire l'activité et la production, elle est productrice d'un objet, elle est constructrice du sujet. Oui, et je ne nie pas cette formulation-là. On peut aller plus loin, mais je dirais qu'à l'heure actuelle, par rapport au terrain que l'on a, c'est déjà tellement difficile de faire passer l'idée de l'alignement pédagogique et de décentrer les préoccupations des enseignantes et des enseignants sur les apprentissages des étudiants que pour moi c'est la première marche avant effectivement d'être sur quelque chose de plus inclusif, de plus englobant par rapport à tout ça. Donc pour le moment effectivement la production elle limite, oui, elle limite parce que c'est comme lorsqu'on demande des rapports, oui, le rapport va limiter l'expression en fonction des capacités littéraires des étudiants. Il y a toutes ces contraintes-là. C'est une première étape. Merci. Question suivante. Il y a un retour ? Oui, c'est bon. Yann Ambry, je travaille à Sorbonne Université. Ma question, moi, elle pose sur la progressivité de l'évaluation. Et très concrètement, finalement, on a des enseignants qui nous disent en L1, les étudiants ne savent rien faire. Je suis d'accord pour faire de l'évaluation par compétences, mais on va d'abord faire les connaissances en L1. Et après, peut-être en L2, L3 ou en maîtrise, on va faire... Et les courants majoritaires dont on a parlé disent qu'il faut faire de la complexité dès la L1 pour les adapter. Et j'étais plutôt, moi, partant là-dessus. Je me rends compte qu'il y a d'autres courants, notamment qui parlent de la charge cognitive, qui disent que si finalement on met de la complexité dès le début, on va sûrement avantager les bons élèves, mais on va sûrement en perdre les moyens ou les... Donc, sur l'évaluation de la compétence, est-ce qu'on ne peut pas faire aussi, on ne peut pas se adapter et faire de l'évaluation de la connaissance au début et après l'évaluation de la compétence ?
Je peux juste compléter, parce que moi aussi j'ai une question là-dessus, sur la connaissance, notamment quand tu parles de Bourdieu, là, en effet, la traduction en action professionnelle de l'usage des connaissances Bourdieu à un niveau sorti de licence, j'ai un doute, donc pareil, moi, elle est où la connaissance là-dedans? Je crois qu'elle est apparue qu'une fois dans ta présentation, dans un contexte universitaire plutôt de licence. Waouh! Entendons-nous bien, ici ce que j'ai essayé de proposer, c'est une sorte d'essayer de revenir sur les basiques de l'évaluation, sur un modèle de la compétence qui peut rendre compte de globalement cette grande tâche qu'est l'évaluation des compétences, quelles sont les différentes étapes, et c'est un peu dans l'idéal, dans la liste au Père Noël, c'est très idéalisé et c'est très loin à l'heure actuelle par rapport à tout ce que l'on fait. Mais ça donne, je pense que ça permet de donner un cap qui peut être dépassé bien largement avec la remarque de Gwendal. C'est vrai que j'ai pas parlé des difficultés d'implantation de tout ce dont j'ai parlé, parce que c'était pas la commande. Bien évidemment. Dans une perspective de conduite du changement, il y a toutes ces questions-là qui se posent. C'est mieux, bien évidemment. Alors, le rapport savoir agir, compétences et connaissances, c'est toujours en tension. J'essaie de rassurer les acteurs de terrain en leur disant: savoir agir repose sur la mobilisation et la combinaison de ressources. Pour les combiner, il faut en avoir. Donc ça ne va jamais nier l'existence de connaissances préalables à ce savoir-agir. Pour faire un éclair, il faut savoir faire le glaçage, la pâte à choux, la crème pâtissière. Mais le tout est plus que la somme des parties. L'idée, c'est est-ce qu'on peut, en L1, ménager des situations très idéalisées, très simplifié, mais qui garde l'essence de l'activité. C'est ça l'enjeu, et c'est un enjeu de motivation aussi pour les étudiants. Par exemple, moi qui ai eu une formation en électronique, il y a 35 ans, c'était les circuits, les composants en première année, les circuits en deuxième année, les systèmes en troisième année. Avec l'approche par compétence, je leur ai dit, est-ce qu'on peut faire des systèmes dès la première année, mais des systèmes très très simples, au lieu de faire les composants, les circuits et faire un téléphone portable en dernière année, se dire, est-ce qu'on peut faire une bouilloire en première année, un micro-ondes en deuxième année et le fameux téléphone portable en troisième année. Mais dès la première année, on a, sur une situation très idéalisée et très simplifiée, l'essence quand même de l'activité, pour qu'on ait l'impression qu'on fait quelque chose, qu'on produit quelque chose, et qu'on n'est pas en train de nous dire « Attendez, ça vous l'utiliserez à la fin de votre cursus ». Qui gère le tour de parole? Je ne sais pas. Le micro fonctionne. Oui. Juste, je voulais revenir sur cette histoire de L1. Moi, j'ai déployé sur les L1 depuis 3 ans, et j'ai d'abord fait l'erreur de mettre que en L3, puis que en L2 sur mes tests de SAE. En fait, ce que vous faites, c'est une trahison pédagogique. En L1, vous leur dites, ouais, vas-y, apprends tout par cœur, tu verras, tu seras super fort. Donc, ils mettent des stratégies en place d'apprentissage, comme, si c'est pour apprendre tout par cœur, moi, j'ai mon téléphone portable, mon IA, mon oreillette et mes lunettes. Et du coup, ils passent. Et donc, moi, je l'ai fait avec une étudiante comme ça, que j'avais en plus chopée à tricher en L1, mais qui était une de mes majeures, qui arrive en L3, et je mets mes revues, et je dis, maintenant, tu fais une revue. Je me suis faite insulter à la fin. Pourquoi ? Parce que cette gamine, elle a été sélectionnée pendant 1 an ou 2 ans sur le fait de bien apprendre son cours par cœur et de bien recracher ses connaissances. Et cette étudiante qui était en facilité, qui était en confiance, alors je l'ai mise en difficulté. Et du coup, je lui ai dit, maintenant, tu n'auras pas ta L3 parce que moi, j'ai décidé de faire une revue à la con. Et ça, on ne peut pas le faire. Si on choisit une direction pédagogique, alors il faut être cohérent avec notre direction pédagogique. Il faut que dès L et L1, ils soient
mis en action. Et puis alors franchement, les profs qui disent ils arrivent en L1, ils savent rien faire, ils ont 18 ans, ils n'ont pas sucé des cailloux, quoi. Ils savent faire plein de choses. Ils sont top. Ils sont en projet depuis qu'ils ont 6-7 ans. Enfin, je sais pas, on a des enfants. Ils savent faire plein de choses. Moi, mes L1, je leur fais faire des projets. Ils savent faire plein de choses. Des fois, ils vont même trop loin. Je leur dis, oulala, on est au niveau L2, là, on va se détendre. Mais ils savent faire plein de choses. Et de dire qu'ils savent rien faire, ça veut dire qu'on considère que leur vie commence à l'université. C'est un peu méprisant, quoi. Mais ça, c'est les croyances de l'enseignant. Hein. Ils ne sont rien avant moi. Mais non, ils sont plein de choses. Ils ont fait des projets. Ils ont fait plein de choses, parfois avec les régions. Enfin, ces gamins, ils savent faire plein de choses. Et ce qu'il faut casser un peu, c'est cet ego de l'enseignant qui est, avant qu'il ait eu mon cours magistral, cet étudiant n'était rien. Et d'ailleurs, s'il n'a pas mes 20 heures de cours magistral, sa vie est foutue. Mais absolument pas. Même s'il n'aurait pas du tout ce cours, il pourrait aller le chercher en ligne. Donc en fait, il faut aussi un peu casser, et ça c'est quelque chose que j'arrive pas à faire, la croyance de l'enseignant, qui est que l'étudiant ne sait rien faire. Et c'est pas vrai. Et les L1 peuvent faire plein de trucs super. Il faut juste leur faire un peu confiance. Voilà. Donc, vous laissez pas avoir. Pardon. Non, ils sont de plus en plus nuls. Oui. Nous, quand on a passé le bac, on ne faisait pas de PowerPoint. Ils sont de faire des équations du second degré. Et puis ça tient de la prophétie autoréalisatrice. Hein, oui, ils sont nuls, donc ils sont nuls. Jérôme Gallo, ingénieur pédagogique à Caen, au CEMU. Tu parlais tout à l'heure de régulation de l'activité. Super, enfin, mais comment ils apprennent ça, les étudiants? Et comment les enseignants apprennent à leur apprendre ça? Merci. Ben oui, en fait... moi, je le mets comme ça pour dire, ben, en fait, si déjà, est-ce que il y a captation? Moi, je le dis quand même. Déjà, ça questionne les capacités réflexives des enseignants. Oh. Eric, tu vas me dire que je suis allé fort, hein, mais... Mais c'est ça en fait. C'est-à-dire que effectivement, les capacités réflexives des enseignantes et des enseignants sur leur pédagogie, sur leur façon d'enseigner, enseigner pour que les étudiants apprennent. Voilà, ça demande ce niveau-là de réflexivité. Mais je pense que donc ça s'acquiert déjà chez les enseignants pour qu'ils puissent le transférer chez les étudiants. On peut avoir des cours basiques de réflexivité, mais ça demande à être contextualisé pour chaque apprentissage. C'est pas un apprentissage hors sol, la réflexivité. C'est toujours associé. Moi, je l'associe toujours tel que c'est mentionné là. C'est toujours associé à un apprentissage parce que ça vise. C'est comme l'autonomie. Moi, les complaintes des enseignants sur oh là là, mais ils sont pas autonomes. Non, mais ça, en fait, l'autonomie, c'est pas un truc qui se décide et tout d'un coup ils vont être autonomes pour tout. Ben non, en fait, c'est pas ça. C'est l'autonomie, c'est le stade ultime de l'apprentissage et donc du coup, ça s'étaye par la réflexivité. Donc ça demande un apprentissage, oui. Mais c'est encore une fois l'idée de la liste au Père Noël. On doit être formé à ça. Moi, je passe mon temps en cours à demander de l'évaluation par les pairs, à les faire travailler sur les productions des autres, parce que ça permet aussi, quand on regarde le travail des autres, ça nous fait avoir un regard sur son propre travail. Donc, j'essaie de savoir à chaque cours à chaque séance de ménager des temps un peu de métacognition. Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant, important? Progressivement, voilà. Ouais, je suis désolé, on va devoir prendre qu'une dernière question, je sais, mais Benoît reste toute la journée, il sera là ce soir, donc on pourra continuer les échanges ce soir. On va me ranger dans un coin et puis c'est ça. Bonjour, merci pour cette présentation et ce cadre qui fournit déjà un socle pour bien évaluer. Moi, je me questionne sur la place parce que bon, on parle je rejoins le collègue sur
la réflexion sur l'activité, la part de l'inédit dans une situation. Je crois que tu as mentionné être compétent. Alors, je suis d'accord avec ça, parce qu'on entend beaucoup aussi avoir les compétences. Alors déjà, avoir les compétences, être compétent, sachant que compétence, c'est aussi par rapport à un contexte et dans un environnement qui suppose qu'il y ait d'autres personnes. Et alors, ça questionne aussi un peu, enfin, ça questionne, finalement, qu'est-ce qu'on met derrière compétence? Est-ce que c'est le savoir agir ou est-ce que ce serait ou savoir mobiliser des ressources de toutes sortes dans une situation inédite? Et c'est en lisant un article en fait, sur les compétences des médecins, je suis tombée sur ces réflexions. Par exemple, il donnait un exemple même d'une infirmière qui va faire un pansement. Elle peut avoir elle peut savoir faire un pansement, mais est-ce que c'est la même compétence qu'elle mobilise chez différents patients? Alors, est-ce que, voilà, c'est quelques réflexions plus que des questions. Merci. Et donc, montrer tous ces éléments-là dans cette question, l'observable de l'évaluation, qui a l'air bon, c'est bien cadré. En fait, moi, j'essaie de mettre des mots sur des intentions. Parce que là, ce que j'entends de ce que tu viens de me dire, c'est « Ah oui, mais moi, j'aimerais plutôt qu'il y ait ça ». Et Gwendal me disait « Oui, mais moi, j'aimerais plutôt qu'il y ait ça ». Moi, je me dis « Mais vous êtes tous bienvenus pour exprimer vos besoins ». Le tout, c'est de savoir, après, comment ces intentions, vous les traduisez par un contrat pédagogique. Moi, je suis vraiment... Moi, je suis très très ouvert avec à la fois très ouvert mais très carré avec les expressions des enseignantes et des enseignants quand ils me disent ah oui mais l'environnement est pas assez pris en compte, autrui n'est pas assez pris en compte, le rapport à soi, le rapport au corps, le rapport aux émotions. You're more than welcome. Mais si vous êtes là en train de me dire il faut prendre en compte l'environnement, le soi, le corps, les émotions, moi je vais dire oui, ok, mais comment vous traduisez ça en contrat pédagogique? Comment vous allez mesurer et dire à vos étudiants on prend en compte vos émotions, c'est quoi bien prendre en compte les émotions, c'est quoi prendre en compte son rapport au corps, son rapport... Parce que en fait, l'enjeu c'est le contrat pédagogique, et puis parce que à la fin, si vous êtes dans une perspective évaluative et que vous voulez évaluer que les étudiantes et les étudiants agissent d'une certaine façon, avec un certain niveau de performance, ça demande, une forme d'ingénierie pédagogique pour mesurer ça. Après, entendons-nous bien, il y a aussi le fait que tout ne doit pas être contractualisé, bien évidemment, tout ne doit pas être complètement rigide, formalisé, tout ça. Mais en fait, moi, j'essaie de changer un petit peu le côté open bar, on fait tout ce qu'on veut, comme on veut, et puis tout s'agencera automagiquement à la sortie, d'essayer d'y mettre un peu de cadre pour se dire, ok, dans une mission d'enseignement supérieur, comment on certifie l'acquisition de l'apprentissage et quel est le contrat moral et le contrat de service public que l'on a pour la formation des étudiants. Ça ouvre, ça clôt pas, ça ferme pas l'aspect créativité, tout ce que tu veux, mais en fait, voilà, c'est la plupart du temps, j'essaie de questionner les intentions pour que ça devienne des objectifs d'apprentissage évaluables. Merci beaucoup. J'invite les partenaires qui sont déjà prêts dans les starting blocks à venir me rejoindre sur scène. Comme vous le savez probablement, l'Anstia a noué des partenariats avec des entreprises côté ingénierie pédagogique de la EdTech. Je les remercie évidemment tous les quatre d'avoir participé et d'être présents sur cet événement-là. Et donc là, sur le format, il y a une pause juste après. Je vous le dis quand même, parce que je vois que ça génère du mouvement. On peut vous proposer des événements de cette qualité-là grâce aux partenaires. Donc ça va durer 20 minutes.
Voilà, n'hésitez pas à rester. Ouais, merci. Hop. Et donc on commence par ordre alphabétique avec Challenge Me. Est-ce que ça marche? Ça a l'air de marcher. C'est ça la première slide? Bonjour à tous. Je vais essayer de faire très rapide en 3 minutes, de vous partager quelques retours d'expérience qu'on a pu observer dans différents établissements. Pour me présenter, je m'appelle Ludovic, je suis le cofondateur de Challenge Me. On travaille avec une centaine d'établissements dans le privé, dans le public. On parle de compétences depuis maintenant pas mal de temps. Donc l'idée là, c'est vraiment de vous dire, ok, est-ce qu'on ne peut pas déporter une partie de cette évaluation côté étudiant et de vous partager encore une fois quelques retours rapidement sur ces pratiques-là. Le premier classique que vous connaissez sûrement tous, et je vais y passer vraiment très peu de temps, c'est l'évaluation par les pairs de travaux. Donc on va demander aux étudiants de produire quelque chose, un livrable, et on va l'évaluer sur différents types de critères. Aujourd'hui, chez nous, ça pèse à peu près 10-15%. Donc c'est vraiment très faible, mais c'est quelque chose qui fonctionne. Vous avez à Grenoble l'EM qui l'utilise, EHL en Suisse, et plein d'autres établissements qui font ce type d'évaluation-là. Donc là, on vient chercher globalement du formatif ou de l'évaluatif pour les étudiants sur différentes compétences. Là, je vais passer un petit peu plus de temps parce que c'est une pratique qu'on voit émerger notamment dans les IUT, dans les IAE, qui est l'auto-évaluation. Donc demander à l'étudiant de s'auto-évaluer sur différents critères pour encourager la réflexivité, la prise de conscience. Donc ça, c'est une modalité vraiment qui commence à peser assez fort chez nous. Qui est assez intéressante. On prend conscience de sa progression ou on prend conscience de sa passivité aussi dans certains cas. Une autre modalité qui est un peu historique chez nous, qu'on appelle l'intragroupe. Donc là, on ne vient plus demander à l'étudiant d'évaluer une production, mais on vient demander à l'étudiant de s'évaluer dans un groupe. Donc là, pour le coup, c'est vachement intéressant, notamment pour évaluer des compétences comportementales, les fameuses soft skills, la communication, l'implication ou ce genre de choses. Il y a aussi beaucoup d'établissements qui utilisent ça pour détecter les passagers clandestins, mais là, ce n'est pas le cas aujourd'hui avec cette conférence. Ce qui est intéressant, c'est que vraiment, c'est une pratique qui s'ancre beaucoup dans le privé, école d'ingénieurs, école de commerce, mais qu'on voit arriver de plus en plus dans les universités, dans les IAE, dans les IUT, dans les composantes STAPS, ou ce genre de choses. Donc là, c'est vraiment, les équipes ont travaillé en équipe, en groupe, et on va leur demander de s'évaluer mutuellement. Mais nous, ce qui nous intéresse vraiment le plus, c'est plutôt le multi-regard. Avec Eric, l'année dernière, on a fait une conférence à Montpellier, on a beaucoup parlé de co-évaluation. La co-évaluation, c'est quoi? C'est multiplier les dimensions d'évaluation. Donc, l'évaluation de travaux par les pairs, de l'évaluation intragroupe, de l'auto-évaluation, de l'évaluation par l'enseignant, de l'évaluation par des entreprises tierces, et on vient multiplier tout ça dans une activité. Et là, du coup, c'est vachement intéressant. Là, vous avez un exemple avec l'Université de Montpellier, où on a de multiples phases d'évaluation pour un étudiant. Donc, on vient collecter des retours et des évaluations sur plein de compétences, sur plein de sujets différents, et on vient centraliser tout ça. Voilà un petit peu pour vous partager en 3 minutes nos cas d'usage. Si jamais ça vous intéresse, vendredi, on va pousser un petit peu plus le retour d'expérience sur ce type de sujet-là. Merci. J'en profite sur la pub, si vous voulez en savoir plus sur Challenge Me, comme pour tous les partenaires, demain en effet ils ont un atelier retour d'expérience avec d'autres collègues ingénieurs pédagogiques, mais en l'occurrence le 30 juin à midi, nous organisons un webinaire avec Challenge Me, et donc vous avez toutes les informations sur le site si vous voulez en savoir plus. Et nous passons à Kélis. Bonjour à tous. Alors, première question, parce que je vois qu'il n'y a pas l'accueil. Donc, moi, je m'appelle Katia Kelenek. Et alors, première question, je crois qu'on se connaît déjà, parce que l'année dernière, j'étais à votre place. J'étais ingénieur pédagogique au sein de l'Université de Lille. Mais là, aujourd'hui, je viens pour autre chose. Je viens pour Scénari. Est-ce que des gens connaissent Scénari dans la salle? Si vous pouvez lever la main.
Eh ben super, je peux repartir sur mon stand. Non, je pense que vous connaissez Scénarii, mais vous connaissez Scénarii pour tout ce qui est création de modules de formation. Alors, modules de formation en ligne, jeux sérieux, vidéos chapitrées, donc ça, je ne vais pas y revenir parce que vous connaissez pratiquement tous. Par contre, vous allez vous dire, bon, alors quel est le rapport avec l'APC? On est quand même un pédagolab dédié à l'approche par compétences. Bon, les ressources, c'est bien, mais ce n'est pas l'essentiel. Effectivement, on a un nouvel outil dans la suite Scénarii qui s'appelle Parcours, qui permet de faire de la scénarisation pédagogique. Et là, en soutien à l'APC, ça peut être une aide assez précieuse. Alors, pourquoi utiliser Parcours? Ça permet d'échanger entre enseignants et services d'appui à la pédagogie avec des documents structurés. Ça permet de créer automatiquement le document qui sera à destination de vos étudiants, donc le synopsis que vous allez pouvoir diffuser dans la plateforme de formation. Et puis, il y a des consignes auteurs formateurs, donc vous allez pouvoir préciser les consignes pour l'équipe pédagogique. Alors, pourquoi utiliser Parcours à la place d'un tableur? Parce que quand j'échange avec les gens, on me dit oui, mais avec un grand tableur, je peux tout calculer, c'est quand même pratique, on se l'envoie, puis on connaît tous bien. Alors déjà, vous pouvez travailler à plusieurs, parce que la suite Scénarii permet le travail collaboratif. Ensuite, ça permet de générer des documents selon la cible. Un PDF pour les formateurs, la version HTML pour les étudiants avec les objectifs pédagogiques associés. Et puis, on peut aussi personnaliser. Ça, c'est aussi une nouveauté sur Scénarii, qui est vrai pour les documents. On peut aller personnaliser par rapport à votre contexte. Et ça, j'ai hâte de vous l'expliquer sur le stand. Alors, on peut décrire une formation en séquence, en séance, en activité, obligé d'ajouter certains types d'activités, si on veut aller pousser les activités, par exemple, interactives. Donc là, je prends un bel exemple où j'ai du WooClap, j'ai un cours magistral, un TD, un TP, puis après, j'ai une évaluation avec Challenge Me, mais en fait, on peut faire encore beaucoup plus. Donc là, je l'ai personnalisé avec les outils qu'on pourrait proposer dans le cadre de ce Pédagolab. Et puis enfin, on peut aussi définir le cadre d'apprentissage et vérifier sa cohérence. Il y a des petits outils, une petite baguette magique qui permet de vérifier que la charge apprenant qui a été estimée pour chacune des activités et la totalité qui est prévue est bien la bonne. Les modalités d'enseignant, ça permet de préciser si c'est synchrone, asynchrone, à distance, en présence, individuel, en groupe, et de vérifier la cohérence de l'ensemble du parcours. Et puis, on peut aller définir les objectifs d'apprentissage sur chaque partie, la séquence, la séance, l'activité, et aussi de lier tout ça à un référentiel de compétences, bien entendu. Donc, du coup, si vous voulez la démonstration PDF, je vous montrerai ça sur le stand. Et donc, il y a encore d'autres nouveautés, mais comme le temps était compté, je vous les préciserai juste après. Je vous remercie. Merci. On passe à Ubicast. Bonjour à tous. On est ravis d'être là. C'est notre premier Pédagolab, même si on est partenaire historique de l'Anstia. On avait fait les journées nationales, les rencontres audiovisuelles, mais c'est notre premier Pédagolab, donc très content d'être parmi vous. Et voilà, même si je pense qu'on s'est déjà croisés à pas mal d'occasions, on fait un rapide récap de notre approche, donc solution de vidéo learning. Avant tout, il faut savoir qu'on est devenu une jolie PME, puisqu'on est 25 collaborateurs et la société va être majeure en fin d'année, elle va fêter ses 18 ans. Donc on avance doucement mais sûrement grâce à vous et pour vous. Et effectivement, on est très fiers d'afficher déjà beaucoup de présence dans l'enseignement supérieur, mais surtout une très belle fidélisation, et ce qui s'explique notamment par l'accompagnement humain, la satisfaction qu'on arrive à générer au niveau du support, de la fiabilité des solutions. Et je le rappelle, parce que même si ça sonne peut-être pas comme ça, c'est une société française souveraine qui fait sa R&D en France, qui héberge sur des serveurs français ou sur les vôtres directement, et donc qui est parfaitement conforme RGPD, respectueux des données. Alors plus concrètement, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est en fait d'améliorer l'expérience d'apprentissage grâce à la vidéo et notamment la synchrone. L'idée, c'est que vous connaissez, je pense, en amphi, est-ce qu'un étudiant va oser lever la main pour poser une question ? Encore plus, demander de répéter ce qui vient d'être dit ou de faire une pause pour prendre des notes. Voilà, je ne pense pas que ce soit des comportements très communs. C'est ce qui va être permis grâce à la vidéo. Donc, cette partie-là pour du replay de cours, mais également changer un petit peu les habitudes pédagogiques grâce à de nouvelles modalités comme de la classe inversée, et apporter grâce à la vidéo plus d'interactivité
pendant le présentiel. Donc voilà, on vous aide à créer ces capsules multimédia, ces contenus vidéo pédagogiques et donc à augmenter l'expérience d'apprentissage qui est liée. Alors ça se traduit principalement à travers une plateforme vidéo, NetJeez, l'équivalent d'un YouTube privé dédié aux établissements avec des fonctionnalités à visée pédagogique. Et on va répondre, entre autres, aux besoins que vous voyez à l'écran. Donc évidemment, diffusion en direct ou replay de cours, création de capsules, on l'a dit, classe inversée, tuto ou autre. Et puis aussi, de plus en plus, on le voit, hein, notamment dans les enquêtes qu'on réalise, le rendu de devoirs en vidéo. Très bon outil pour développer les soft skills, pour essayer de contrer l'IA aussi. Quand il y a des doutes sur une production qui a été faite, demander à un étudiant de la défendre en vidéo, c'est un bon exercice. Et en fait, la plateforme, elle est quand même très ouverte, très interopérable. On a une culture open source malgré tout, ce qui fait que sur la partie que vous voyez donc à droite, c'est toutes les modalités par lesquelles vous allez pouvoir créer ou ajouter du contenu dans la plateforme. Donc bien évidemment de l'existant, utilisez vos propres outils personnels, donc smartphone, ordinateur, webcam. On a notre propre solution de captation pour créer aussi un workflow le plus complet, le plus transparent possible de la création à la diffusion. Un outil intégré web pour faire des petites capsules en enregistrant la webcam et l'écran de manière extrêmement simple, mais personnalisée, enrichie, indexée, tout notre savoir-faire en fait. Et bien évidemment des intégrations avec des outils tiers si vous avez déjà de l'existant, que ce soit en captation, en classe virtuelle que vous enregistrez ou pourquoi pas voilà, des solutions pour les plus aguerris sur OBS ou autres. Au centre, on retrouve notre lecteur, donc à forte valeur ajoutée, un côté dynamique qui permet donc une lecture, une réalisation personnalisée par l'étudiant qui clique à un instant T sur la source de son choix pour se concentrer dessus, un panneau latéral qui va permettre de retrouver interaction, enrichissement, indexation pour avoir des repères, reprendre le moment qui l'intéresse en particulier, être très efficace dans son utilisation de la vidéo. Et le tout, vous pouvez l'utiliser ou en frontal sur le portail, que vous pouvez personnaliser et structurer comme vous le souhaitez, et ou en intégration plateforme tierce, notamment LMS et bien évidemment Moodle. Vous pouvez évidemment tester gratuitement. S'il y en a que ça intéresse, que vous soyez client ou pas, j'ai une petite présentation des nouveautés, des fonctionnalités principales donc demain matin. Et on est disponible avec l'équipe pour vous en dire plus sur le stand juste en face. Et j'espère avoir respecté le timing. Je vous remercie, ainsi que les clients qui nous font confiance. Merci Camille. Et on finit par WooClap. Promis, après c'est la pause. Bonjour à tous, donc on s'appelle Cécile et Ophélie et on travaille chez WooClap. Et chez WooClap, notre mission, c'est vraiment d'aider à mieux enseigner et à mieux apprendre. Et aujourd'hui, on va plutôt se focaliser sur différents axes pour vous aider à enrichir votre posture pédagogique. Et on va bien sûr commencer par un quiz WooClap. Alors, vous pouvez soit vous connecter avec votre téléphone avec ce QR code, ou soit vous pouvez aller sur wooclap.com et vous tapez le code PEDAGO-WFL. Il y a 7 personnes connectées, 11, 12, 14. Trop cool. 1 seconde, 2 secondes. Bon, on va commencer. Alors, petite question. À votre avis, quel pourcentage d'informations vous oubliez en 24 heures, sans révision? « 50, 70, 80, un peu de tout, 10%, ok. Et la réponse, c'était 50%. Et c'est justement ce qu'on appelle la courbe de l'oubli, d'où l'importance de la répétition espacée qu'on va voir dans un second temps. Et justement, en parlant d'oubli, à votre avis, vous allez me dire, quelle est votre principale stratégie de mémorisation? Est-ce que votre technique, c'est plutôt de relire plusieurs fois vos notes? Est-ce que c'est plutôt de surligner les points importants, de vous tester avec des questions, d'expliquer le sujet à quelqu'un d'autre, ou alors d'attendre la veille pour tout réviser? Vous expliquez le sujet à quelqu'un d'autre, ok.
On voit qu'on a quand même quelques personnes qui attendent la veille de l'examen. Attention, ça c'est vraiment du bourrage de crâne, c'est pas trop recommandé. Ça peut marcher sur du court terme, mais on oublie très très vite les informations. Donc c'est pour ça qui est souvent recommandé, c'est d'avoir plusieurs techniques, notamment le rappel actif et la répétition espacée. Et c'est justement à ça que sert WooFlash, que vous connaissez peut-être. Et si vous ne le connaissez pas, on va voir ça tout de suite. Donc pour voir si vous... Oups, ça ne fonctionne plus. Normalement, voilà, vous avez toujours la question sur vos téléphones qui va apparaître. Et donc, la question, c'est de savoir qu'est-ce que WooFlash. Donc, normalement, si vous avez un tout petit peu suivi, vous auriez la bonne réponse. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme retour? Est-ce que tout le monde a bien suivi? Presque tout le monde, bravo. Alors, WooFlash, c'est bien un outil de révision qui est basé sur la répétition espacée. Les présentations interactives pour des cours mémorables, c'est plus WooClap que vous connaissez déjà. Et dans WooFlash, il y a l'IA qui est intégrée, mais ce n'est pas seulement un générateur de questions. La question suivante, c'est un peu sur le thème de toutes les réflexions que vous aurez pendant ce salon, à savoir l'approche par compétences. Donc selon vous, quel est en un mot-clé ou une expression, qu'est-ce qui vous vient en tête quand vous pensez à l'APC? C'est un sujet controversé, je le pense. On a objectif, mise en situation, évaluation... Ok, un peu de tout, mais en tout cas, de ce qu'on voit, chemin de croix, waouh. En tout cas, on voit bien qu'on passe plutôt du savoir au savoir-faire, donc c'est intéressant et j'imagine que vous allez avoir plein de discussions très intéressantes et enrichissantes tout au long de ce salon, donc n'hésitez pas aussi à venir en discuter avec nous. Et la toute dernière question avant la pause, c'est un sujet qui est très présent, qui est un peu dans toutes les bouches aujourd'hui, l'IA. Donc pour vous, est-ce que l'IA et l'approche par compétences, c'est plutôt un humour comique qui va nous faire rire de désespoir ou d'admiration, c'est au choix, ou alors le binôme de choc qui va pouvoir un peu transformer l'éducation? Binôme de choc qui gagne la partie pour l'instant. Ah. En tout cas, avec Cécile et chez WooClap... Ok, c'est bon. Nous, en tout cas, chez WooClap, c'est toujours le binôme de choc. Pour nous, l'IA, c'est vraiment un super outil, un amplificateur pour l'approche par compétences. Ça va vraiment permettre de venir vraiment identifier les lacunes des étudiants, aussi d'analyser plein de données, des grandes quantités de données, et de venir pouvoir apporter un support et un apprentissage, un parcours d'apprentissage personnalisé pour chaque apprenant. Voilà. Et si vous souhaitez en savoir plus sur WooFlash, vous avez demain le retour d'expérience de Dominique de l'Université de Montpellier qui vient justement vous expliquer comment elle a intégré WooFlash dans cette approche par compétences. Donc venez nombreux demain à 9h40. Et si jamais vous voulez venir discuter avec nous, que ce soit sur vos défis ou juste sur WooFlash, l'IA, tout ce que vous souhaitez, n'hésitez pas à passer sur notre stand, on sera ravis de discuter avec vous. Et bonne pause et bonne fin de salon à tous. Merci beaucoup. C'est la pause avant d'enchaîner avec les premiers ateliers qui sont, comme hier, sur le rez-de-chaussée.